Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public, in vivo, en studio, les uns en face des autres, et dans une situation où enfin nous sommes délivrés de cette étrange façon de faire d'enregistrer nos podcasts qui a, pendant un an quand même, permis de n'être jamais absent et même d'ajouter à notre rendez-vous du dimanche ce rendez-vous du mercredi que sont les badas, si c'est pour la culture. On a déjà donné. Nous allons donc en studio et in vivo tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité et nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, président de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec Mathias Fekl, avocat et ancien ministre, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « L'Amérique est-elle guérie ?» En voici le chapeau. Joe Biden peut-il être ce président thaumaturge capable de réduire les fractures du pays et de lui faire oublier ses vieilles cicatrices ? A-t-il les instruments nécessaires pour sauver une Amérique au bord du gouffre en janvier dernier ? Locataire du bureau ovale depuis 100 jours, il affiche en tout cas sa résolution, manche retroussée sur sa blouse blanche, brisant les credos économiques des décennies passées au nom de la lutte contre la pauvreté. Pour l'instant, l'Amérique applaudit, le reste du monde aussi, mais l'opération séduction ne peut durer qu'un temps et il faudra davantage qu'un énorme plan de relance pour réussir cette convalescence. Nous sommes également, je l'ai dit, émetteurs d'un bada hebdomadaire qui s'intitule « Si c'est pour la culture, on a déjà donné » et nous avons mis en ligne mercredi dernier un entretien avec le fondateur de la lettre d'information TTSO, Romain Dessalles, et nous mettrons en ligne mercredi prochain une conversation avec Nieves Salzman, régisseur général à la Comédie Française. Pour le moment, nous allons nous intéresser à notre premier sujet de politique intérieure sur la police, la justice et les insécurités. À Tourcoing, Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Évreux, Blois, Trappes, les violences urbaines avec leur lot de tirs de mortier d'artifice et de feux de poubelle se sont multipliées ces derniers mois. À Rambouillet, le 23 avril, la France a été de nouveau frappée par le terrorisme avec le meurtre d'une agente administrative du commissariat de la ville des Yvelines, meurtre perpétré par un Tunisien de 36 ans dont la radicalisation paraît peu contestable selon le procureur antiterroriste. Une attaque qui intervient quelques mois après un automne déjà marqué par la décapitation du professeur Samuel Paty et par l'attentat au couteau dans la basilique Notre-Dame à Nice. Deux décisions de justice ont récemment soulevé de très vives protestations. Le 14 avril, la Cour de cassation a déclaré l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, qui en avril 2017, à Paris, avait agressé et défenestré une femme de confession juive de 65 ans, Sarah Halimi. L'instruction avait conclu au caractère antisémite de l'homicide, mais la Cour de cassation a considéré que l'intéressé avait agi sous l'emprise de la drogue, son jugement ayant été aboli par un état psychotique. Devant l'émotion suscitée par cette décision, le gouvernement a annoncé qu'il allait envisager une modification législative. Le 18 avril, par ailleurs, la Cour d'assises de Paris avait condamné en appel 5 jeunes à des peines de 6 à 18 ans de réclusion criminelle pour leur rôle dans l'attaque de policiers brûlés dans leur voiture à Viry-Châtillon en 2016 et avait prononcé 8 acquittements, provoquant des manifestations de policiers devant des tribunaux à travers le pays. Les méthodes d'interrogation de certains accusés ont été remises en question dans une partie de la presse. Dans un entretien au Figaro, le président de la République a reconnu que la France, je cite, doit faire face à une forte augmentation des violences sur les personnes et notamment à la progression des violences du quotidien qui visent tout particulièrement les détenteurs de l'autorité. Les policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, élus sont les principales victimes de la progression de la violence dans notre société. Fin de citation. Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, près de 30 policiers et gendarmes sont blessés en mission chaque jour, selon le chiffre de 2018, les plus élevés depuis 2009. Un sondage IFOP publié début avril indique qu'à peine 26% des personnes interrogées
jugent positif le bilan du président contre l'insécurité, alors que ce pourcentage atteignait 41% en avril 2018. D'après un sondage IFOP pour le JDD réalisé en mars dernier, 81% des sondés considèrent que la justice est trop laxiste. Et aujourd'hui, la lutte contre la délinquance est jugée tout à fait prioritaire par 69% des Français, moins que la lutte contre le Covid-19, 82%, mais au même niveau que la lutte contre le chômage, 70%, et nettement devant la protection de l'environnement, 59%. Sur cette question, Lucille Schmid. Oui, merci Philippe. Ce qui frappe dans les évolutions que vous venez d'évoquer, ce sont deux choses. D'une part, que la sécurité, ou plutôt les questions d'insécurité, le sentiment et le climat d'insécurité sont aujourd'hui une préoccupation très importante pour les Français, vous venez de le dire. Deuxième, après la question de la lutte contre la pandémie. Et que dans ce contexte, un certain nombre d'experts des questions d'opinion publique nous disent que ce sujet pourrait jouer un rôle fondamental dans la présidentielle, dans l'élection présidentielle de 2022. La deuxième chose qui est importante et qui a été soulignée notamment par Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, acquittator, c'est qu'un nombre très important de Français n'ont pas confiance dans la justice. C'est-à-dire qu'on assiste à une espèce d'effet ciseau où l'insécurité préoccupe de plus en plus les Français et par ailleurs, ils ont de moins en moins confiance dans les institutions chargées de faire respecter le droit en démocratie. Donc ça, c'est un élément évidemment de préoccupation important pour le président de la République, et puis pour le gouvernement, et pour l'ensemble de la classe politique. Et c'est un élément d'autant plus préoccupant pour Emmanuel Macron que son bilan en matière de questions de sécurité est jugé plutôt mauvais par les Français. On peut le rappeler, il y a moins de 20% des Français qui considèrent que le bilan d'Emmanuel Macron est bon sur ces questions-là. Et le fait qu'un duel avec Marine Le Pen soit prévisible d'après les études actuelles au second tour de l'élection présidentielle, évidemment, renforce cette préoccupation du président. C'est pour cette raison qu'il a donné un entretien fleuve au Figaro il y a quelques jours, dans lequel il réaffirme qu'il remplit parfaitement ses objectifs en matière de sécurité et de justice, adossant les questions de police et de justice dans son discours. Il rappelle notamment que selon lui, 10 000 policiers vont être recrutés pendant le quinquennat et que déjà plus de 6 000 l'ont été. Il rappelle que des places de prison ont été créées et il rappelle aussi, sur le plan de la justice, qu'aujourd'hui, il y a environ qu'on atteint le 9 000 magistrats et que surtout le budget de la justice, qui est traditionnellement, on le sait, un budget très faible, est le plus important depuis toujours, depuis la Ve République. Donc il y a quelque chose, effectivement, matériellement, qu'on peut reconnaître dans le fait qu'Emmanuel Macron tient un certain nombre d'engagements, mais pour autant, l'opinion publique a le sentiment, et on peut le partager, qu'il court après l'actualité, et c'est un point essentiel, vous l'avez rappelé, l'affaire Sarah Halimi, avec l'arrêt de la Cour de cassation, impossible à comprendre puisque la nature antisémite du crime est reconnue et qu'en même temps, on reconnaît le caractère irresponsable de la personne qui a commis ce crime, et puis l'appel à Viry-Châtillon, qui est moins sévère vis-à-vis des accusés qui avaient lancé des cocktails Molotov sur une voiture de policiers et qui avaient brûlé vif un certain nombre de policiers. Pourquoi ? Non pas parce que les juges ont voulu être laxistes, mais que les accusés étaient cagoulés et que reconnaître qui était qui dans cette histoire était extrêmement compliqué. Ceci dit, il y a eu une espèce de scène d'émeute au moment du rendu du verdict au sein même du box des accusés, et on a le sentiment que cette décision n'a pas arrêté la violence. Dernier point peut-être, la question des violences entre mineurs est aussi quelque chose qui préoccupe de plus en plus les Français. Il y a eu ces derniers mois plusieurs rixes entre jeunes, des violences extrêmes, avec des jeunes dans l'Essonne et à Paris qui ont 14 à 15 ans et qui donc semblent devenir violents de plus en plus jeunes. Et le fait que le droit n'arrive plus à juguler cette violence sociale est quelque chose évidemment qui peut nous préoccuper en démocratie. Matthias Fekl. Si on se rappelle l'élection présidentielle de 2002, elle avait été dominée par les questions de sécurité à partir d'un incident très grave d'un vieux monsieur qui avait été attaqué et brûlé, si ma mémoire est bonne, Papy, voilà exactement, et qui avait totalement changé le cours de l'élection présidentielle et la tonalité du débat public, avec une très grande violence déjà à l'époque. Mais si on se compare une vingtaine d'années après, on mesure la dégradation et l'accentuation de la violence dans le débat public autour de ces sujets, puisqu'on est dans un climat apocalyptique en réalité. Quand vous mettez bout à bout les différents faits qui ont été rappelés par Lucille et par Philippe, que ce soit
le débat autour de l'affaire Halimi, qui glace le sang de bout en bout et dont l'émotion suscitée, j'espère, dans l'ensemble du pays, parce que nous sommes tous concernés, est parfaitement légitime. Et on a du mal à comprendre effectivement la contradiction entre la reconnaissance du caractère antisémite d'un acte et ensuite l'absence de procès. Je suis frappé d'ailleurs par la très grande dignité de tous ceux qui ne réclament qu'un procès. L'immense majorité des gens qui s'expriment là-dessus ne demandent pas, ne préjugent pas l'accusé. Ils demandent qu'un procès ait lieu, qu'un débat contradictoire puisse avoir lieu et qu'ensuite un jugement soit rendu. Donc si on ajoute à cela les agressions de plus en plus fréquentes contre les forces de l'ordre, contre les élus, contre tous les détenteurs de l'autorité, agressions de plus en plus violentes, souvent mortelles désormais. On est dans un climat de psychose. Alors, il me semble malheureusement que la réponse politique, peut-être la seule possible en réalité dans une année pré-présidentielle, va être de plus en plus démagogique, avec une course à l'échalote, à la proposition sécuritaire la plus forte, des 50 ans de prison ici, les peines automatiques là. Tout cela, à mon avis, n'a pas grand sens. Ce dont on a besoin dans la politique publique sécuritaire, c'est, me semble-t-il, de 3 choses. C'est d'abord de moyens. Quand on regarde comment nos forces de l'ordre, malgré un effort continu sur plusieurs années, sur de longues années en réalité, travaillent. Quand on regarde la justice, les comparaisons européennes en matière de justice qui nous placent très loin des grandes démocraties comparables à la France, on voit bien qu'il y a un effort budgétaire, un effort de remise à niveau pour que les gens puissent travailler dans des conditions dignes. Ça, c'est le premier point, des moyens. Le deuxième point, et je pense que c'est en réalité le moins audible dans le débat politique aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin de durée. Une politique de sécurité, pour porter ses fruits, elle prend du temps. Et elle a besoin de tout, sauf de revoir tous les 4 matins les dispositifs, les procédures, le cadre législatif et réglementaire. Et puis, le troisième point, c'est qu'il y a besoin de recréer un continuum entre la sécurité et la justice, parce que chacun doit être dans son rôle. Il y a des apports en partie différents, bien sûr, mais c'est aussi une politique publique commune. Et aujourd'hui, de ce point de vue-là, les choses, me semble-t-il, dysfonctionnent. Nicolas Bavrez. L'attentat de Rambouillet, c'est le 42e attentat islamiste depuis 2012. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'une litanie, d'un rituel qui se déploie toujours de la même manière. Donc on a un hommage national, des décorations à titre posthume et l'annonce d'une loi de circonstance qui va être votée pour renforcer l'arsenal législatif. On a l'impression que rien ne change. En réalité, comme il a été dit, je crois que venant après la décapitation de Samuel Paty, il y a 2 choses qui sont en train de changer. D'abord, chez les Français, il y a le passage de la lassitude à l'exaspération. Et il est quand même assez révélateur de voir que la moitié des Français se déclarent en accord avec la tribune des généraux de Valeurs Actuelles et avec le fait que l'armée devrait, sans recevoir d'ordre, rétablir la sécurité sur le territoire national. C'est quand même quelque chose qui me paraît devoir être pris en compte. Et la deuxième chose, comme on l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir un divorce complet entre les Français et la justice, avec une incompréhension radicale, un corps de magistrats qui s'est autonomisé et qui travaille en réalité pour lui et pour ce qu'il considère être sa morale, et des citoyens qui se sentent complètement abandonnés pour la justice du quotidien qui ne fonctionne plus, ni en termes de délai, ni en termes d'efficacité, ni en termes de capacité à comprendre ce qui se passe. On l'a dit, comment est-ce qu'on peut, dans un même élan, expliquer que on a affaire à un meurtre antisémite et que tout discernement est aboli sans véritable explication. C'est vrai que c'est incompréhensible. Donc, nous sommes maintenant dans une configuration qui est vraiment dangereuse. Il y a une perte complète de contrôle de l'ordre public par le gouvernement dans ce pays. Il y a une dégradation profonde de l'état de droit et aggravée par cette succession de lois de circonstances. Donc, il y a beaucoup de démagogie et il n'y a pas assez de stratégie. Si on réfléchit un peu, pourtant, il y a d'autres démocraties qui y arrivent. Alors, y arriver, c'est quoi ?
c'est d'abord sortir du déni et appeler les choses par leur nom. Comment est-ce qu'on peut faire un projet de loi ou une loi sur le séparatisme? Ça n'a strictement aucun sens. Donc, il faut absolument retrouver l'usage des mots. Et puis ensuite, comme on l'a dit, c'est une stratégie complexe, durable, mais je pense qu'il y a 4 volets sur lesquels maintenant il faudrait travailler. Il y a un volet sécuritaire. Quand on parle des moyens, en réalité, c'est pas tellement. Les angles morts sont pas si nombreux que ça. Il y a 2 grands angles morts. Il y a le problème de la coordination entre police nationale, entre police municipale et les moyens de sécurité privés, ce qui n'est absolument pas fait aujourd'hui. Et le deuxième problème sur le terrorisme de proximité, c'est la technologie. Aujourd'hui, juridiquement, légalement, on ne peut pas exploiter vraiment et avoir des stratégies de big data pour anticiper ces passages à l'acte de personnes isolées. Et la seule manière de le faire, c'est effectivement la technologie. Le deuxième volet, c'est la justice. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une spirale infernale entre paupérisation de la justice, autonomisation et corporatisme des magistrats qui se sentent comme un clergé supérieur à tout le reste de l'humanité et qui ne travaillent que pour lui, et puis défiance envers l'institution. Donc il faut sortir de ceci. Ça suppose d'investir puissamment dans la justice et ça suppose également un profond travail sur la culture et la formation des magistrats. La troisième chose, c'est qu'on n'a jamais de réponse uniquement sécuritaire et pénale. Donc le troisième volet, c'est intégration et contrôle de l'immigration. Et c'est vrai que le lien automatique que certains veulent faire entre terrorisme et immigration ne tient pas. Il suffit de voir, il y a beaucoup de Français, il y a des convertis, et c'est quelque chose qui n'est pas exact. En revanche, expliquer qu'il n'y a aucun lien, c'est tout aussi faux. Et de toute manière, on ne peut pas continuer à avoir des frontières qui sont ouvertes. On ne peut pas continuer, comme l'a dit la Cour des comptes, à avoir seulement 15% des éloignements ou des interdictions du territoire qui sont suivis des faits. Et puis enfin, il y a l'Europe, toujours sur le même thème. Il faut que l'Europe reprenne en main les frontières. Aujourd'hui, 1 personne sur 5 qui rentre dans l'espace de Schengen ne donne pas son identité, n'est pas identifiée. C'est vrai que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut qu'il y ait un strict contrôle des frontières extérieures de l'Union et qu'il y ait un suivi des étrangers qui rentrent dans cet espace de Schengen. Voilà, me semble-t-il, ce que devrait être une vraie stratégie de rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est un problème extrêmement difficile à envisager pour un élu de la nation, pour un député ou un sénateur, pour un ministre. C'est extrêmement difficile parce que en réalité, on est confronté à une véritable impuissance. Et il suffit de voir la façon dont s'est déroulé l'attentat de Rambouillet pour savoir que de toute manière, il était fondamentalement imprévisible et imparable. Ça, je crois que chacun en convient. Et d'ailleurs, les Français le ressentent plus profondément qu'on ne le dit. Je crois que toutes les dénonciations sur le mode Faucon-Niaka achoppent sur cette réalité que cette jeune femme a été frappée à l'improviste par quelqu'un qu'on ne pouvait pas arrêter. Je crois que c'est plutôt la compassion, la douleur, l'horreur dont les Français ont conscience plutôt qu'un sentiment de défaillance dans le cas d'espèce. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un sentiment très profond et très global d'insatisfaction. Et je pense qu'il y a 3 choses qu'il faut voir. Premièrement, c'est la volonté d'un recours croissant, ce qui est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, à l'attente de solutions à caractère magique. Je veux dire que ça a été analysé sur le déficit cognitif, la perte de l'approche rationnelle des problèmes, l'effondrement du débat instrumental, le remplacement de tout ça par l'indignation,
par la morale, par la surenchère. Il suffit, si on est mauvais, c'est qu'on n'en fait pas assez dans tel ou tel domaine. Et ça remplace très profondément dans le débat public, à tous les niveaux, la réflexion stratégique sur les moyens. Le gouverner, c'est choisir de Pierre Mendès France, qui était à la base du débat républicain. On est dans l'indignation et dans la surenchère, et on a du mal à envisager globalement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Car il est évident qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire et qu'on doit accepter. Churchill, en 1940, eh bien, le peuple britannique ne lui reprochait pas la destruction de tel ou tel quartier de Londres par la Luftwaffe. On savait qu'il était là, qu'il faisait ce qu'il pouvait avec les moyens dont il disposait pour lutter contre la menace nazie, et on serrait les rangs. Et ça, c'est quelque chose que nous ne transposons pas du tout, ou insuffisamment aujourd'hui. Nous attendons, effectivement, nous ne réfléchissons pas suffisamment à ce que peut faire l'État et à ce qu'il ne peut pas faire. La deuxième... Et je pense que la phrase des militaires, le manifeste des généraux, du Carteron de généraux à la retraite, il y a un Carteron, parce qu'ils sont une vingtaine, enfin c'est 25 à Carteron. Le général avait dit, j'ai eu une polémique là-dessus à l'antenne, le général avait considéré que Carteron c'était 4. Non, étymologiquement, le Carteron c'est soit un tout petit nombre, une misère, soit 25. Si on en est aux citations du général sur l'affaire du putsch d'Alger, il y en a une que j'ai trouvée terrible, qu'on a rappelé récemment, qui en Conseil des ministres, il a dit « Messieurs, ce qui est grave avec cette affaire, c'est qu'elle n'est rien. » Oui, Enfin, je ne sais pas ce qu'il entendait par là. En tout cas, c'est ce qui a permis l'indépendance de l'Algérie, parce que jusqu'à présent, il était bloqué dans ses négociations, et ça a libéré son pouvoir de négociation avec le FLN, et ça a permis d'aboutir à des résultats d'ailleurs assez misérables, mais inévitables. Le problème, c'est donc que ces militaires, qu'est-ce que ça veut dire, le soutien des Français aux militaires? Ça veut pas du tout dire qu'ils sont favorables à un putsch. C'est simplement l'idée qu'ils attendent un procédé magique. Ils sentent bien que l'État, ça ne marche pas. Ils sentent bien que le gouvernement n'arrive pas à obtenir les résultats qu'ils estiment être en droit d'obtenir. Et donc, ils invoquent ce procédé magique qui est l'intervention militaire, qui n'est même pas dans leur esprit conçu comme un coup d'État. Ils sont 51% à soutenir ça, mais c'est pas du tout un coup d'État. C'est simplement une espèce de procédé magique sur lequel on appuie en disant il faut un coup de torchon, etc. Bon, donc tout ça est assez préoccupant. Et alors je crois que ça dénote deux catégories de problèmes tout à fait différents. Un problème d'impuissance et un problème de désorientation. L'impuissance, elle est évidente, et on voit à quel point elle s'étend par cercles successifs et élargis à tout l'État. On voit qu'on ne peut rien faire pour protéger cet officier, ce fonctionnaire administratif de Rambouillet. Et puis on voit qu'on ne peut pas faire grand-chose pour rétablir l'ordre dans les quartiers, parce que dans les quartiers entre guillemets, car si on le faisait, on désorganiserait des économies parallèles et on ficherait un sac épouvantable dans un certain nombre de banlieues qui aspirent d'abord à la stabilité. On voit bien que la justice ne fonctionne pas, et la justice ne fonctionne pas parce qu'elle est trop lente. C'est d'abord le grand défaut de la justice. Elle est coupée, Dupond-Moretti le dit très bien, de l'appareil de police. Mais au-delà, on voit que l'école ne fonctionne pas. On a vu dans l'affaire Paty à quel point l'établissement a été parfait vis-à-vis de M. Paty, mais à quel point
l'ensemble des personnels d'enseignement sont dans une situation en patrouille perdue, malgré les efforts du ministre, dans un grand nombre de choses. On voit que l'État ne fonctionne pas, ne répond pas de façon satisfaisante en matière bureaucratique sur les questions de pandémie. C'est pas le problème du gouvernement ou du président, mais c'est qu'on voit que le Manitoba ne répond pas, si je puis dire, à tous les niveaux de l'appareil administratif. Et donc, on a un sentiment général d'impuissance de la République. Alors Mathias nous dit c'est un problème de moyens. Je ne crois pas que ce soit un problème de moyens. Il y a évidemment, c'est très vrai sur la justice et la police, mais quand on voit le taux de prélèvement obligatoire, on se dit que les moyens publics sont énormes. Et alors au-delà de ça, je termine sur je crois que le problème fondamental, c'est un problème d'anomie au sens durkheimien du terme, un problème de désarroi, et que ce qui est adossé à tout ça, c'est une crise morale très profonde, une crise sur nos valeurs, la mise en cause de la laïcité, évidemment par l'extrême gauche, mais aussi par la communauté internationale, par la bonne conscience américaine, le New York Times, etc. La mise en cause de notre mémoire nationale. On s'interroge, on ne sait plus ce qu'on doit célébrer, ce qu'on ne doit pas célébrer. On se demande s'il faut célébrer Napoléon ou pas. On n'applique pas la règle qui avait été fixée par l'ancien Premier ministre, M. Philippe, qui avait dit quand on célèbre quelqu'un, on célèbre ses vertus, mais on n'oublie pas, on n'ignore pas forcément ses défauts et ses inconvénients. Donc on est coupé du passé national, on est coupé de nos valeurs morales, et donc on ne sait pas. Et face à cela, la justice développe effectivement une sorte d'autarcie idéologique et fonctionnelle qui n'est pas comprise de l'opinion. Donc je crois que le problème est extraordinairement profond. C'est vraiment le problème de la République et pas seulement celui des moyens de l'État. Lucille Schmitt. Oui, moi je pensais à trois choses en nous écoutant. C'est que il n'y a pas de pensée magique, il n'y a pas non plus de loi magique. Parce que comme on est en train d'entrer en pré-campagne électorale par rapport à l'élection présidentielle, les textes de loi se multiplient. Il faut se rappeler qu'il y a actuellement le projet de loi sécurité globale qui a été adopté avec des recours au Conseil constitutionnel, 3 ou 4 recours au Conseil constitutionnel portés par les oppositions de gauche, mais aussi une interrogation du Premier ministre sur l'article 24 de la loi sécurité globale. Il faut se rappeler que on va dans la rue aujourd'hui en France pour lutter contre l'arrêt de la Cour de cassation sur Sarah Halimi, mais on y va aussi par rapport à l'article 24 de la loi sécurité globale, perçu comme un article inique par rapport à la liberté de la presse. Donc il y a une espèce de difficulté dans la société française à percevoir la façon dont aujourd'hui notre démocratie va quelque part articuler les questions de sécurité et les questions de liberté, et on l'a dit, la façon dont police et justice peuvent travailler ensemble. Et par rapport à cet état d'incertitude, de flottement et de sentiment qu'il n'y a plus de repères, la tentation, me semble-t-il, trop forte pour le gouvernement et Emmanuel Macron, c'est de multiplier les textes de loi qui sont en plus des textes mal écrits. Il faut rappeler que la loi sécurité globale, c'est une proposition de loi sur laquelle le Sénat a été obligé de retravailler en liaison avec la CNIL parce que les éléments de liberté n'avaient pas été pris en considération correctement, qu'il n'y avait pas d'étude d'impact et que, quelque part, cette proposition ne correspondait pas à l'état du droit. Donc, pas de précipitation. Et ce que disait Mathias par rapport à l'idée qu'une politique de sécurité, c'est une politique durable, comment fait-on une politique de sécurité durable avec des résultats alors qu'on se précipite dans la campagne présidentielle ? Ceci dit, pour terminer, les autres candidats à la présidentielle n'apparaissent pas meilleurs et même apparaissent plus pathétiques, soyons clairs, qu'Emmanuel Macron. Lorsque Xavier Bertrand s'exprime et fait la course à l'échalote sur le fait qu'il faut avoir des peines planchées de 50 ans sur le terrorisme, personne ne pense un instant qu'il est crédible. Donc l'enjeu, c'est bien de retrouver une sociologie des élites politiques qui correspondent à un principe de réalité. Les Français souhaitent au fond qu'on leur dise « Écoutez, je vais prendre en considération la complexité de la réalité, prendre en considération le fait que les choses existent réellement et ne pas aligner les discours et les tribunes dans la presse. » Nicolas Bavrez. Quelques brèves remarques aussi. D'abord sur le vocabulaire. De même qu'il faut appeler les choses l'islamisme par son nom, à l'inverse, il faut quand même se méfier beaucoup du terme de guerre contre le terrorisme. Il était adapté aux opérations qui ont été faites contre l'État islamique en Irak et en Syrie. C'est adapté aussi à ce qui se passe au Sahel, y compris contre AQMI. Mais il n'y a pas de guerre contre le terrorisme sur le territoire national. Il y a une lutte qui doit mobiliser tous les moyens de l'État, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, et surtout qui doit être, comme on vient de le dire, qui doit être compatible avec l'État de droit. Parce que si une démocratie
lutte contre un adversaire en déchirant l'état de droit, évidemment, elle se ruine elle-même. La deuxième chose sur les moyens, il faut quand même rappeler qu'on a ce paradoxe que, oui, aujourd'hui, la dépense publique, c'est 65% du PIB. Mais dans cette dépense publique, l'État-providence accapare l'essentiel. Et puis aujourd'hui, on a une part même de réassurance, donc des revenus des ménages et du chiffre d'affaires des entreprises. Mais l'État régalien a totalement fondu. Si on prend la défense, c'était 6% du PIB au début des années 60, c'est 1,80 aujourd'hui. Si on prend la sécurité intérieure et si on prend la justice, on consacre par habitant la moitié du budget de ce qu'en font l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Donc, dans cette dépense publique gigantesque, il faut voir qu'on a fait beaucoup baisser la dépense régalienne. Et la troisième chose, les dernières remarques, ce qui a été dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que nous avons un problème de stratégie. Mais la stratégie, c'est les choix. Et donc, le en même temps permet de gagner une campagne électorale, ça ne permet pas de présider. Et on le voit sur ce thème comme sur tous les autres. Et les valeurs sont très importantes. Il est clair qu'on ne peut pas... Parce que nos adversaires, du moins, ils savent pourquoi ils se battent et ils savent pourquoi ils nous tuent. Quand on a un président de la République qui explique qu'il faut déconstruire l'histoire de France, c'est vrai que, de fait, nous ne savons pas qui nous sommes et qui nous défendons et nous en payons le prix. Mathias Weckel. Oui, non, peut-être un mot sur les moyens. Aujourd'hui, l'État fait tout et finit par ne plus rien faire bien. Le problème, c'est pas le montant global de la dépense, c'est effectivement son allocation. Quand vous voyez les doublons qui existent partout, des politiques publiques qui sont exercées par une multiplicité d'acteurs, dont les actions des uns annulent les actions des autres, c'est ça qui fonctionne plus. Mais ensuite, sur des choses précises, il y a besoin de moyens et il y a besoin d'un effort continu. L'antiterrorisme, c'est pas toujours des discours flamboyants. C'est un patient travail de renseignement humain, de détection, d'intelligence, de maillage national et international. Donc ça vaut pour l'ensemble de la politique sécuritaire. Et il me semble que, puisqu'on parlait beaucoup de stratégie au cours de ces débats, ce qui manque aujourd'hui, c'est cela, c'est de se demander que doit faire l'État, que peuvent faire d'autres types de collectivités tout aussi bien, voire mieux que lui, et comment chacun se ressente sur son cœur de métier. Et c'est le cœur de métier aujourd'hui qui est mal assuré, et ça participe effectivement d'une sorte de d'effritement général, effritement, peut-être effondrement moral, mais aussi effritement dans l'efficacité de la conduite de nos politiques publiques. Jean-Louis Bourlanges. Oui, plusieurs choses. D'abord, je vais réagir à ce que vient de dire Nicolas sur le « en même temps ». Je suis très agacé par la critique du « en même temps ». Je trouve ça complètement absurde. Je veux bien que la façon dont le président gère ces contradictions ne soient pas considérées comme satisfaisantes par les Français, soit parce que, d'abord, c'est pas tout à fait en même temps. De temps en temps, il y a un coup à droite, de temps en temps, il y a un coup à gauche. Mais il faut se rappeler que le « en même temps », c'est le cœur de tout arbitrage politique. Qu'un homme politique qui défend une collectivité doit assumer fondamentalement les aspirations de gauche et les aspirations de droite d'un pays. C'est d'ailleurs ce que disait avec force dans un entretien célèbre avec Michel Droit en 1965, le général de Gaulle: la France, c'est pas la droite, la France, c'est pas la gauche, la France, c'est la France. Et il expliquait qu'il fallait combiner cela. Donc que cette combinaison soit mal faite, c'est possible. C'est même assez évident à bien des égards. Mais Nicolas, n'allons pas croire que ce soit de choisir une ligne de droite par rapport à une ligne de gauche, choisir la sécurité contre la liberté. Dire, je sais bien que c'est pas du tout ce que vous pensez en plus, mais que ça soit une solution. Il faut arrêter ce numéro. C'est pas un centriste qui parle. Là, c'est à la fois un gaulliste, un centriste et un simple républicain. Et d'ailleurs, tous les grands, que ce soit Mendes, Mitterrand, les gouvernements dont Mathias a fait partie, etc., ont toujours assumé très clairement cette double exigence. Ça, c'est la première remarque. Je crois qu'il faut arrêter l'idée que c'est parce qu'on n'est pas d'un côté que ça marche. Deuxièmement, sur les moyens. Alors, moi, je crois tout à fait à ce que vous avez dit l'un et l'autre sur le régalien.
sur le régalien, c'est vrai que les arbitrages sont faits au détriment du régalien. Pas tout à fait, cher Nicolas, en matière de défense récemment. Je crois qu'actuellement, moi je suis en contact assez étroit avec les militaires, ils sont assez satisfaits de la façon dont on sort quand même l'armée française depuis 2-3 ans de la misère qui avait été décrite par le général de Villiers. Mais globalement, c'est vrai. Globalement, c'est vrai que les moyens ne sont pas affectés. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas assez de moyens, mais ça veut dire précisément ce que je remarquais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de capacité d'arbitrage. C'est qu'on n'est pas capable de faire une correcte, c'est ce que vous dites d'ailleurs l'un et l'autre, les uns et les autres, une correcte allocation des moyens. Donc il ne faut pas passer le problème en termes quantitatifs, les moyens de l'action publique, mais il faut le placer le problème en termes stratégiques oui, stratégique et d'options. Est-ce que nous mettons l'argent là où il faut? La troisième, non, mais je m'arrête là. Nicolas Bavrez. Juste d'un mot, je rappellerai à Jean-Louis Bourlange que Pierre Mendès France disait que gouverner, c'est choisir, et présider, c'est la même chose. Merci. Je vous propose que, après cet assaut de citation, que nous nous intéressions à notre sujet de politique étrangère, en l'occurrence à l'Afghanistan, livré à lui-même. En Afghanistan, la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis s'achèvera le 11 septembre prochain, 20 ans après les attentats qu'il avait déclenchés. Le 14 avril, le président américain a annoncé le retrait définitif des quelques 3000 soldats américains encore déployés dans le pays. Cette guerre qui a coûté la vie à 2400 GI et à au moins 100 000 Afghans a aussi coûté près de 1000 milliards de dollars. Dans la foulée, les pays de l'OTAN ont annoncé leur désengagement d'ici le 1er mai. Washington a appelé de ses vœux la formation d'un gouvernement intérimaire à Kaboul sans nouvelle élection présidentielle, ainsi que la mise en place d'un conseil consultatif islamique, je cite, qui donnerait son avis sur toutes les lois afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux principes de l'islam. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, justifie cette approche en disant qu'un retrait militaire américain sans règlement politique laisserait le gouvernement d'Ashraf Ghani vulnérable. À son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden avait hérité d'un engagement de son prédécesseur, Donald Trump, pour un retrait sous condition au 1er mai, conformément à un premier accord avec les insurgés talibans conclu en février 2020 au Qatar. Les talibans n'ont cessé de répéter depuis que si le retrait des soldats étrangers n'était pas effectif au 1er mai, ils se sentiraient libres de reprendre les combats. Les désertions se multiplient, les soldats et les policiers manquent d'équipement, nombre d'entre eux disent n'avoir pas été rémunérés depuis des mois. Les talibans contrôlent près de la moitié du pays, très présents dans les campagnes. S'ils ne disposent d'aucune ville majeure, ils tiennent de nombreux districts proches des grandes villes, y compris de Kaboul, et ils ont renforcé leur présence sur certaines autoroutes où ils fouillent les voitures et multiplient les points de contrôle. Si le soutien occidental au gouvernement afghan a permis aux filles de retourner à l'école et aux femmes de participer progressivement à la vie publique, les talibans se sont engagés à respecter les droits des femmes dans le cadre de la charia, la loi islamique. De nombreux analystes considèrent que ce retrait pourrait plonger l'Afghanistan dans une nouvelle guerre civile ou permettre un retour au pouvoir des talibans qui en avaient été chassés fin 2001. En l'absence d'accord de paix, on peut redouter une offensive des talibans au printemps. Si le gouvernement afghan s'effondre, une guerre civile longue et multidimensionnelle est plus que probable, a jugé Stephen Bidell, professeur à Columbia et ancien conseiller des commandements militaires américains en Afghanistan. Les chancelleries occidentales ne cachent plus que l'incertitude qui règne sur l'avenir de l'Afghanistan les a conduites à préparer un départ de leur personnel et une éventuelle fermeture de certaines ambassades d'ici à la fin de l'année. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, je vais quand même dire un mot à Nicolas sur la précédente affaire. Je rappellerai qu'il ne faut pas confondre en même temps et choisir. On peut très bien faire deux en même temps et tout à fait choisir. Contre le gouvernement de M. Mendès France, c'est quand même, il faut bien se le rappeler, un gouvernement dit de gauche qui ne comprenait aucun ministre socialiste, aucun ministre communiste et qui comprenait en revanche M. André Bettencourt pour les indépendants et M. Christian Fouché par les gaullistes. Alors comme en même temps, c'était sacrément réussi, Pierre Mendès France. Voilà, maintenant je vais parler de l'Afghanistan. La décision du président Biden n'est pas surprenante.
Elle était prévisible. Je ne sais pas pourquoi on s'est fait une espèce de cinéma un peu partout, notamment en Afghanistan, sur l'idée qu'il a décidé en arrivant de se donner quelques semaines de réflexion avant de prendre cette décision. Mais elle était prévisible pour une raison simple, c'est qu'il a toujours été favorable au départ d'Afghanistan, que c'était le choix qu'il avait soutenu aux côtés du président Obama quand il en était le vice-président. C'est évidemment justifié par le pivot en direction de l'Extrême-Orient et le désengagement au Moyen-Orient. C'est justifié par le bourbier et l'impuissance politique et militaire dans lequel se trouvent aujourd'hui les États-Unis. Et c'était justifié de ne pas trop attendre, si vous voulez, s'inscrire sur ce point-là dans la continuité de la politique des décisions prises par son prédécesseur. Donc il y avait toutes les raisons de partir, et cette annonce est assez particulière. Maintenant, ce qui est frappant, d'abord, il y a la première question qui est posée, c'est la question des délais. Alors, on a présenté cette affaire et notamment les talibans, ont présenté cette affaire comme un sursis. Au lieu de partir le 1er mai, comme il était convenu sur la base de l'interprétation des accords de Doha, et ce qui conduisait ce départ du 1er mai à une réunion, à un forum à Istanbul, etc., pour discuter de l'avenir. Les talibans prennent prétexte du fait que c'est pas le 1er mai, mais en septembre, pour dire tout est rompu, mon gendre, les Américains n'honorent pas leur parole, donc nous n'honorons pas l'engagement de nous rencontrer à Istanbul. Alors évidemment, la mauvaise foi des talibans est totale dans cette affaire. Elle est totale, elle s'explique. Elle est totale pour une première raison, c'est que le départ aura lieu bien avant septembre. C'est qu'en réalité, on dit septembre parce que on sait bien que dans les semaines qui précéderont le départ effectif, il y aura une forme de déstabilisation qui va peut-être commencer d'ailleurs dans les jours et dans les semaines qui viennent en Afghanistan, une déstabilisation générale menée par les talibans qui vont recommencer les opérations de snipers, etc. à Kaboul et de destruction des moyens de la République d'Afghanistan qui est, comme vous l'avez rappelé, Philippe, qui sont extrêmement désorganisés, faibles, corrompus, etc., enfin, dans une situation de vulnérabilité extrême. En réalité, les Américains auront pratiquement, semble-t-il, quitté le territoire afghan début juillet. Donc on est dans une situation qui est donc la mauvaise foi de ce point de vue-là est évidente. La seconde trace de mauvaise foi, c'est qu'effectivement on a là la conséquence de la négociation complètement givrée qui a été menée par Donald Trump, qui a négocié vraiment sur les pires bases, ne se rappelant pas qu'il négociait avec les gens de Ben Laden, ne se rappelant pas que les gens qu'il avait en face de lui, c'était les gens, pour une part de Daesh, mais surtout d'Al-Qaïda, les invitant d'ailleurs à une réunion avec tout le monde à Camp David, en oubliant qu'il était là l'héritier, le dépositaire des victimes du 11 septembre. Et il a négocié d'une manière totalement folle, en disant « nous faisons les concessions tout de suite », c'est-à-dire nous partons, et quand nous serons partis, les talibans feront leurs concessions. Évidemment, les talibans n'ont rien à fiche des engagements qu'ils prendront et qu'ils auront à tenir quand les Américains ne sont plus là et quand le gouvernement sera dans une situation d'extrême faiblesse. Donc là, simplement, les talibans profitent de ça pour dire on fait rien, on attend le départ, et après le départ, on fera ce qu'on voudra. Alors, donc c'est une situation terrible. Je crois qu'il faut en voir quelles sont les conséquences. Elles sont terrifiantes. C'est un échec total. Ça fait 20 ans qu'on fait la guerre dans ce pays, que la plus grande puissance militaire du monde, avec des moyens colossaux qui dépassent tous ceux de tous les autres pays, réunis ou pas réunis, de la Terre, est tenue en échec. De ce point de vue-là, l'Afghanistan a tenu en échec les États-Unis, comme il avait tenu en échec l'URSS, comme il avait tenu en échec le Royaume-Uni. C'est vraiment le cimetière des empires, et ça va
va être ça va être l'empire du cimetière aussi. Et donc, qu'est-ce qui va se produire? L'effondrement est évident du côté de la République islamique. Prendra-t-il 2 mois, 6 mois, 1 an? C'est ça la question. Et qu'est-ce qui le remplacera? Un pouvoir taliban qui va être terrifiant, notamment pour les femmes, mais en même temps, les talibans n'ont pas de projet. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir taliban? C'est la Kalachnikov, la charia, et puis rien d'autre, en réalité. Ou alors une guerre civile, avec des chefs de guerre qui renaissent. Moi, j'ai le fils du commandant Massoud, que nous avions bien connu. Moi, j'avais rencontré le commandant Massoud pendant son séjour européen, notamment à Strasbourg, quand j'étais parlementaire européen. Là, j'ai rencontré son fils, qui est un personnage remarquable, déterminé, sympathique, brillant, etc. Mais que peut-il faire? Il va pouvoir fédérer les Tadjiks, si je puis dire, et donc être un élément important dans un puzzle complètement éclaté qui est celui de l'Afghanistan. Non, je pense très sérieusement, très sincèrement, que ce qui s'est passé en Afghanistan vérifie cette thèse qui était celle de Pierre Asner à la fin de sa vie, à savoir la thèse du rendement de plus en plus décroissant de la guerre. Lucille Schmid. Oui, je crois qu'il faut rappeler une chose par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis, c'est que ça fait 40 ans que l'Afghanistan est en guerre. Il faut se rappeler qu'il y avait eu l'invasion soviétique en 1979, que les talibans étaient au pouvoir depuis 1994. Et donc, c'est un peuple qui est épuisé, qui, comme vous l'avez rappelé, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mortes. Et au fur et à mesure de ces 40 années, au fond, c'est la désagrégation de toute forme d'État et le fait que, quelque part, ce sont les chefs de guerre, effectivement, les ethnies qui, aujourd'hui, dominent le pays. Il y a une deuxième chose à rappeler aussi, c'est que Jean-Louis rappelait que le commandant Massoud était venu en 2001, 6 mois avant les attentats du World Trade Center à New York, pour mettre en garde les Européens, il était venu en France notamment, par rapport à ce qui était en train de se préparer en termes de terrorisme islamiste. Et ensuite avaient eu lieu les attentats du 11 septembre, et George Bush... Il a été assassiné 2 jours avant. Et George Bush a décidé de lancer une opération, effectivement, d'éradication du terrorisme islamiste en octobre 2001. Et ce qui s'est passé, c'est que cette opération a très bien fonctionné. C'est-à-dire que Al-Qaïda ils ont été obligés de se replier au Pakistan et simplement le Pakistan a refusé d'expulser Oussama Ben Laden. On s'en rappelle et c'est un truc essentiel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'après cette opération réussie d'éradication du terrorisme, les États-Unis auraient pu se dire, bon, les choses sont faites, on met la pression sur le Pakistan pour expulser Oussama Ben Laden, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que à cet objectif très précis de lutte contre le terrorisme sont venus s'ajouter des objectifs qu'on peut trouver louables par rapport au fonctionnement démocratique, qui était de reconstruire l'État, de refaire fonctionner l'économie, de mettre en place un gouvernement légitime, de construire une constitution. Et dans les premières années, jusqu'en 2004-2005, les choses ont fonctionné à peu près correctement. Et puis progressivement, parce qu'il est très compliqué, ça c'est tout le sujet de l'ingérence extérieure, la façon dont on peut imaginer construire une démocratie dans un État comme l'Afghanistan de l'extérieur, lorsqu'on n'a pas les soutiens afghans, lorsqu'on ne connaît pas le pays. Petit à petit, les choses se sont délitées, la corruption s'est installée, les élections n'ont plus été suivies. Aujourd'hui, lorsqu'il y a eu une élection en 2014 de l'actuel président, il y a eu 90% d'abstention, donc ce n'est pas une démocratie et ce n'a plus été qu'une sorte de décor de carton-pâte. Les Américains avaient, au début des années 2010, environ presque 100 000 hommes sur place. Barack Obama a progressivement réduit les forces et aujourd'hui, vous l'avez rappelé Philippe, il n'y a plus que 3 000 Américains, entre 3 000 et 3 500 soldats. Mais progressivement, surtout ce qui s'était apparu comme un succès en 2001, c'est non seulement est devenu rien, mais c'est devenu tout simplement un échec. Et comme l'a rappelé Joe Biden, il y a eu 4 présidents américains qui se sont succédés depuis que les États-Unis sont en Afghanistan. C'est la plus longue guerre de leur histoire, c'est plus que le Vietnam. Et ce sera un échec cuisant parce que tous les rapports le prédisent. Les talibans sont aujourd'hui maîtrisent à peu près 50% du territoire afghan et sont dans une situation où en 2 à 3 ans, on peut penser qu'ils reprendront le pouvoir à Kaboul. Je termine juste en parlant des droits des femmes. Parce que
j'allais dire, je suis une femme. Donc ce qui est important, c'est que c'était un des seuls succès ou demi-succès de cette présence américaine. C'était le fait que les jeunes filles pouvaient retourner à l'école et que les femmes avaient le droit de travailler, mais qu'aujourd'hui, il est très clair que si les Occidentaux s'en vont, les femmes vont se retrouver de nouveau soumises à un statut, elles n'auront plus le droit de travailler. Et il est fort probable aussi que les jeunes filles ne puissent plus aller à l'école. Est-ce que ce n'est pas là un objectif qui mériterait au moins qu'on s'interroge au niveau international sur le fait d'organiser la possibilité d'une présence et de ne pas partir en laissant le sort de la démocratie et des femmes afghanes aux mains des talibans? Mathias Wecker. On peut ne pas être une femme et être très attentif et sensible à la question des droits des femmes, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs. Et en l'occurrence, la libération des femmes était un des plus beaux symboles de ce qu'on peut appeler une forme de libération de l'Afghanistan. Après l'intervention américaine, on se souvient des images qui succédaient à des années d'oppression complètement barbare et épouvantable, des fillettes, des jeunes femmes, des femmes à tous les âges de la vie. Et donc oui, ça c'est un sujet de préoccupation, évidemment. Mais plus généralement, il me semble que la question qui est posée, c'est comment l'Occident peut-il gérer les interventions extérieures dans des pays ou dans des régions sans solution politique. Et c'est ça la réalité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons eu une intervention qui a apporté des bienfaits, que ce soit en termes de lutte antiterroriste, au moins au début. Tout cela est très fragile, que ce soit en termes de modernisation du pays, du droit des femmes, on en a parlé. Mais la question, c'est après. C'est comment on construit la sortie et comment on construit la fin des interventions. Comment on construit un État. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État qui fonctionne. Il y a de la corruption à tous les étages. Il y a la drogue, qui est la principale ressource économique du pays. Pas d'industrie, pas de secteur économique, si ce n'est celui-là. Forcément, on est en terrain un peu biaisé. Et en réalité, il me semble que la responsabilité de la communauté internationale, si tant est que ce concept ait encore un sens aujourd'hui, c'est d'essayer de construire des départs de ces théâtres d'opération qui ne laissent pas des pays dans un état pire que celui dans lequel il a été trouvé. Encore une fois, aujourd'hui, tout est extrêmement précaire, que ce soit l'état de la démocratie, Lucille l'a parfaitement indiqué, que ce soit la situation des femmes, que ce soit l'état des institutions, que ce soit la place des terroristes. Du jour au lendemain, l'Afghanistan peut redevenir un foyer important pour les terroristes et d'exportation du terrorisme dans le monde entier. Donc encore une fois, ce qui est important, et je pense que l'Europe a un rôle à jouer là-dessus en réalité, dans sa projection en matière de défense. Nicolas connaît cela infiniment mieux que nous ici et a beaucoup travaillé récemment sur ces sujets. Comment est-ce qu'on assure la stabilité une fois qu'on est intervenu quelque part? Parce que, et je conclurai là-dessus, on parlait d'antiterrorisme et de sécurité tout à l'heure. Une partie du terrorisme aujourd'hui vient aussi des déséquilibres qui ont été créés dans le monde entier par des interventions idéologiques mal conçues, mal préparées, sur lesquelles la France avait d'ailleurs mis en garde à l'époque, et qui ont déstructuré des pans entiers de notre globe. Nicolas Bavrez. Alors l'Afghanistan a effectivement confirmé sa nature de cimetière des empires. On l'a rappelé, c'était l'Angleterre au XIXe siècle, l'Union soviétique au XXe et les États-Unis au XXIe siècle. C'est très important parce que le 2001, c'est vraiment le point de départ de ce cycle de guerre, des guerres enlisées et perdues. Il y a eu l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie, mais c'est aussi le cycle de départ du djihadisme et de cette lutte extrêmement difficile contre le terrorisme. Et ce qu'on a vu en Afghanistan, c'est que l'Occident, et les États-Unis en particulier, n'arrivaient plus ni à gagner la guerre, ni à faire la paix. Là où je serais prudent sur la formule de Pierre Asner, c'est que ça n'est pas une vérité universelle. Il y en a d'autres. Quand on regarde aujourd'hui la Russie ou la Turquie, ce sont des puissances qui utilisent la force armée et qui ont obtenu des gains importants par l'utilisation de la force armée dans les années récentes. Mais pour l'Occident, force est de constater qu'on est dans un cycle de guerres enlisées et perdues. Donc la situation, elle a été résumée. Elle est extrêmement négative. Donc, on a investi 1 000 milliards de dollars. On a investi la légitimité de l'OTAN.
On a perdu des hommes et on se retrouve avec un pays qui va revenir, que les talibans vont de nouveau contrôler, modulo effectivement la nature tribale de l'Afghanistan et le fait que l'Alliance du Nord ou d'autres, les tribus non pachtunes lutteront de nouveau contre ce pays qui va retomber en guerre civile. Il y a l'autre plan qu'il ne faut pas oublier, dont on a peu parlé, qui est Al-Qaïda. C'est vrai qu'Al-Qaïda a perdu son infrastructure, mais Al-Qaïda s'est restructuré avec des filiales régionales qui sont actives au Moyen-Orient, qui sont très actives au Sahel avec AQMI. Et aujourd'hui, c'est quand même frappant de voir que Al-Qaïda peut compter sur 2 fois plus de combattants qu'en 2001. Donc, on a détruit l'infrastructure afghane. On a, après 10 ans de traque, tué Oussama Ben Laden. Mais Al-Qaïda, aujourd'hui, fait mieux que survivre. Et a encore, d'ailleurs, y compris la capacité d'inciter ou d'influencer un certain nombre, notamment de jeunes dans les pays développés. Alors, les leçons maintenant, à partir de là, je crois qu'il y a 4 leçons. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? On va partir d'Afghanistan, mais il est certain qu'on ne peut pas laisser l'Afghanistan redevenir une base terroriste. Ce qui veut dire que les Américains vont déployer des bases au Kyrgyzstan, en Ouzbékistan, et continuer à avoir une surveillance aérienne assez serrée du pays pour pouvoir empêcher, par des frappes éventuelles, la reconstitution d'une infrastructure terroriste. La deuxième réflexion, c'est quand même pour l'OTAN et pour nous, les Européens. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les États-Unis veulent refaire avec l'Alliance de la démocratie une espèce de triangle avec les États-Unis au-dessus, les alliés européens, les alliés asiatiques, et emmener notamment l'OTAN vers le concept d'Indo-Pacifique. Je pense que l'exemple de l'Afghanistan doit quand même nous amener à bien réfléchir à ces expéditions lointaines hors du périmètre traditionnel de l'OTAN. Et c'est poussé par ailleurs aujourd'hui, évidemment, par les Britanniques, puisqu'ils considèrent que c'est une autre manière d'affaiblir, évidemment, l'Europe. Et la dernière remarque qui prolonge ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a quand même une leçon pour la France, parce que dans les guerres perdues enlisées, où on n'arrive pas à gagner militairement et où on n'arrive pas à trouver de solution politique, évidemment, il y a le Sahel. Et la situation se présente sous un jour encore plus dégradé, après la mort d'Idriss Déby à la tête de ses troupes. C'est assez rare qu'un chef de l'État aujourd'hui perde la vie en combattant à la tête de ses armées. Ça a été le cas d'Idriss Déby. Les Tchadiens sont de très loin la force des 5 pays la plus opérationnelle. Et donc la France va être très rapidement confrontée au même dilemme et au même choix entre de mauvaises solutions que celui que Joe Biden a dû trancher. Jean-Luc Bourlange. Oui, une précision sur la phrase de Pierre Asner, qui est d'Asner et de Gilles Andréani d'ailleurs, sur le rendement décroissant de la guerre. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolas. Ce que vise, je crois, Asner, c'est la conception classique de la guerre de Clausewitzienne, c'est-à-dire la mobilisation de forces militaires, la bataille décisive, la destruction de la force de l'adversaire et la conquête politique à partir de cette destruction. Ce qu'on voit bien, c'est que ça marche de moins en moins pour un certain nombre de grandes puissances, même si ça peut marcher dans certains cas, comme ça a marché pour l'Inde quand elle a détruit le Pakistan, enfin coupé en deux le Pakistan, et comme ça pourrait marcher demain pour la Chine si elle s'emparait de Taïwan. C'est vrai. Mais globalement, cette forme de guerre, on a vu l'impuissance. Ce qui est très intéressant dans le cas de l'Afghanistan, c'est que c'est pas comme l'Irak. L'Irak, c'était un choix totalement idiot de la part de l'administration américaine, puisqu'on frappait le faux coupable, comme dirait Hitchcock. En réalité, en Afghanistan, on frappait le vrai coupable. On frappait Al-Qaïda, on frappait les gens qui avaient fait le 11 septembre. On avait tout pour nous. Vous l'avez rappelé, Mathias l'a rappelé en particulier. On avait tout pour nous. Le combat des femmes, les droits. Enfin, on avait vraiment quelque chose de. Nous défendions des valeurs et des principes qui étaient indiscutables. Eh bien, ça n'a pas marché. Et là, il faut se dire que là, nous mesurons quand même notre affaiblissement idéologique. Alors, il faut des solutions politiques pour partir. Ces solutions politiques, on a du mal à les faire passer. Nicolas a raison de
comparer avec le Sahel. Le Sahel, c'est le début, nous ne sommes pas au bout, mais nous sommes dans une situation très difficile où on voit bien que de plus en plus, ce qu'on demande à la France, c'est de jouer le mauvais rôle, celui du gardien, du militaire, alors que tous les échanges économiques, commerciaux se font avec la Chine, avec l'Afrique. Et pourquoi ? Parce que la Chine apparaît là en disant « Moi, je suis pas colonialiste, j'ai rien fait, je vous ai jamais rien fait à vous, Africains. C'est pas comme les horribles Français. » Et donc, on peut faire des choses avec nous et pas avec vous. On est en affaiblissement idéologique. Et je conclus là-dessus sur Biden. Le vrai problème, c'est qu'on voit à travers l'Afghanistan le grand écart entre une volonté de durcissement de la guerre froide et en même temps, donc une volonté agonistique et un président qui est adossé à un électorat, à une opinion publique qui est pacifiste et qui veut le repli. Et cette contradiction-là, et Poutine et les Chinois sont prêts à l'exploiter. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais introduire en racontant qu'au début du siècle dernier, Henri Cotte, né en 1883 dans l'Aveyron, dans la commune de Mounès-Proancou, atteignit au conseil de révision la taille de 2,12 mètres. Les médecins lui prédirent que sa croissance était loin d'être terminée, et lorsqu'il atteignit 2,60 mètres et qu'il chaussa du 61, un entrepreneur de spectacle en fit sa vedette et l'emmena en tournée, en France d'abord, dans le vaste monde ensuite. Le succès fut considérable et lucratif. À Londres, en 1906, Henri Cotte fit paraître cette annonce. Séduisant, intelligent, français, 2,61 mètres, 176 kilos, large moyen financier, recherche une femme d'intérieur avenante dans le but de se marier immédiatement. La demoiselle doit être disposée à faire le tour du monde. Il reçut 301 réponses, dont une faillit aboutir. Un nain de 60 cm baptisé Colibri devint son inséparable partenaire et compagnon, et peu à peu la concurrence d'abord confidentielle devint rude et multiple. Daniel Carton, qui se distingua naguère par une critique sévère et documentée du journalisme politique en France avant de quitter lui-même ce métier, Daniel Carton a reconstitué l'histoire d'Henri Cotte, une histoire dont il ne reste qu'une carte postale et une brochure de 5 pages publiée au Royaume-Uni. Il l'a fait raconter par un ami d'enfance imaginaire du géant, dont le regard amical, émerveillé, puis désolé, observe l'hostilité provoquée par une différence aussi excentrique, la cupidité de ceux qui comprennent comment la changer en or, la naïveté, peu à peu transmuée en vanité du héros, et si on osait, on dirait que la vie de ce géant est un raccourci d'humanité. Le livre est intitulé « Le Grand » et il est publié par Fayard. Lucille Schmid. Ça donne vraiment envie. Hein. C'est moi qui suis petite, ça me donne envie de lire Le Grand. Moi, je vous laisse en transition vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, d'Anne Simon, qui s'appelle Une bête entre les lignes. Anne Simon, c'est une spécialiste de Proust. Et en parallèle à sa carrière comme spécialiste de Proust, elle a mené une espèce de quête insatiable, en fait, de la façon dont on décrit les animaux dans nos œuvres littéraires, avec un programme qui s'appelle Animaux, MOTS. Et dans ce livre qu'elle vient de faire paraître, toute la partie sur Proust est incroyable, parce que Proust, contrairement à Colette, n'aimait guère les animaux, mais on trouve dans son œuvre des descriptions de protozoaires, de microbes, de charlus comme gros bourdons, et de poulets et de lapins, qui sont incroyables. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas tant que ça les animaux, il faut que vous lisiez Anne Simon, Une bête entre les lignes. Mathias Feckel. Alors, moi je vous recommande 2 livres. De la laïcité en France de Patrick Veil et Le courage de la nuance de Jean Birnbaum. Pour une raison, c'est que les 2 livres en réalité ont, me semble-t-il, le même objet. C'est l'éloge de la nuance, qui n'est pas l'éloge du en même temps, l'éloge de la complexité et le refus des postures. L'un en fait son postulat général, et c'est le fil directeur du courage de la nuance. Le second le fait sur un thème majeur, indispensable pour notre avenir, et Jean-Louis en a parlé tout à l'heure, c'est la laïcité. Ce sont 2 ouvrages qui, avec beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité, appréhendent leur sujet, mais qui montrent surtout que l'on peut être nuancé sans être dans la pensée molle, que l'on peut aimer la complexité tout en étant intransigeant sur l'essentiel. Nicolas Bavrez.
2 livres également pour éclairer nos thèmes d'aujourd'hui. Le premier, c'est Gérard Chaliand, Des guérillas au reflux de l'Occident, qui analyse précisément sur une durée longue la manière dont, effectivement, en tout cas, la guerre est de moins en moins efficace quand elle est conduite, en tout cas, par les démocraties. Et l'autre livre, c'est celui de Marc Ecker et de Elie Tenenbaum, qui s'appelle La guerre de 20 ans, djihadisme et antiterrorisme au XXIe siècle. Et là encore, alors c'est plus centré vraiment sur ce qui s'est passé depuis 2001, et c'est ce qui est de fait un cycle de guerre de 20 ans qui ne s'achève pas, à mon avis, avec le retrait des États-Unis d'Afghanistan, et qui explore justement toutes les facettes de ce qui est un vrai cycle historique et guerrier. Jean-Louis Bourlange. Oui, votre histoire de géants et de nains me fait penser à un numéro des pieds nickelés, dans lequel les pieds nickelés avaient inventé de se faire un peu d'argent en faisant une exposition dans laquelle ils montraient le plus petit géant du monde et le plus petit nain et le plus grand nain du monde. Et c'était le géant et le nain en question étaient des gens de taille ordinaire et donc permettaient à Filochard et à Riboulding d'être mis en scène par Croquignol. Triomphe du en même temps. Oui, triomphe absolument. Et moi, je voudrais faire ma brève sur le livre que vient de publier Thomas Gomard, qui est directeur de l'IFRI, Guerre invisible, nos prochains défis géopolitiques. Je crois que Thomas Gomard est un très bon esprit, qui dirige donc avec beaucoup de sagacité et de talent l'IFRI, et il éclaire quelque chose de très important, qui est le renouvellement en profondeur des conditions dans lesquelles se développe la politique étrangère. Pour un vieux westphalien comme moi, si vous voulez, qui la guerre des puissances, De Gaulle, Bismarck, Metternich, et Richelieu, etc., c'est effectivement une initiation à une révolution, où d'ailleurs beaucoup de choses restent d'actualité de ce qui était dans l'ancien monde, mais il montre à la fois le renouvellement en profondeur des enjeux, avec des enjeux sociaux comme l'avenir des inégalités, des enjeux effectivement naturels avec la question climatique, la révolution technologique et ses conséquences, la lutte pour l'espace, la maîtrise de l'espace, donc des enjeux qui sont entièrement, enfin très profondément renouvelés par rapport à ceux qui forment la matière ordinaire de la vie internationale, et des moyens qui dépassent complètement ceux de la diplomatie et de la défense, qui sont les marchés financiers, les paradis fiscaux, l'innovation technologique, la révolution numérique, tout un ensemble de données que nous avons du mal à penser. Et l'Europe, qui cherche à devenir quelque chose qui ressemble à une puissance, mais qui répugne en profondeur à investir dans le domaine de la violence militaire, l'Europe ferait bien d'investir très considérablement sur cet entre-deux. C'est pas un en même temps, c'est un entre-deux qui est entre l'Europe des bisounours, des conservateurs, etc., et du droit d'un côté, et l'Europe militaire, qui est une utopie de l'autre actuellement. Il y a là une voie moyenne, comment redécouvrir des logiques de puissance dans un monde qui est radicalement différent de celui qu'il était jusqu'à présent. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site, à Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, et à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit public.